Bienvenue dans l'approximation de fonctions. Vous allez voir, c'est une idée géniale. Prendre une fonction compliquée et la remplacer par une version beaucoup plus simple, mais qui lui ressemble vraiment. C'est un outil incontournable en mathématiques, et nous allons découvrir ensemble comment cela fonctionne. Pour commencer, le premier chapitre portera sur une notion essentielle, l'espace métrique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir un sujet fondamental en mathématiques. Vous avez eu la chance d'étudier les fonctions à valeur réelle, c'est-à-dire les fonctions f allant d'un intervalle i de R vers R. Dans le cas d'une fonction usuelle suffisamment régulière, vous aviez l'habitude. Tout d'abord, étudier les limites au point du bord de son domaine de définition. Par exemple, la limite de l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est 0 et ainsi de suite. Ensuite, dériver formellement la fonction f. Vous vous souvenez des dérivés classiques, e puissance x' et e puissance x, 1 sur x' et moins 1 sur x carré et ainsi de suite. Enfin, étudier le signe de f' et établir un tableau de variation en précisant les points notables, 0, extrémum, asymptote, etc. Prenons l'exemple de la fonction ln de x. Sa dérivée est 1 sur x, qui est positive sur son domaine de définition 0, plus l'infini. Ceci nous donne le tableau de variation que vous voyez à l'écran. Et voici la représentation graphique de la fonction ln de x, illustrant son comportement. Maintenant, une petite question pour vous. Quelle est la limite de la fonction suivante? Il s'agit de la limite de 1 plus 1 sur x le tout à la puissance x, quand x tend vers l'infini. Vous avez plusieurs options. La bonne réponse est E, la base du logarithme naturel, un résultat fondamental en analyse. Alors, peut-on remplacer l'étude d'une fonction complexe? Autrement dit, peut-on remplacer la fonction f de x qui est égale à 1 plus 1 sur x le tout à la puissance x par l'étude d'une fonction que l'on maîtrise ou connaît mieux? Remplacer sous-entend une certaine similarité entre la fonction et son proxy. La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes. On pourrait dire que deux fonctions sont plus ou moins similaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variation de leur graphe. Concernant la croissance ou la décroissance, observez les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes. Deux fonctions peuvent être considérées comme similaires si elles ont des comportements de croissance ou de décroissance similaires sur des intervalles similaires. Comme on le voit avec ces deux courbes. Pour les points d'inflexion, recherchez les points où la concavité des courbes change. La similarité des positions et des directions des points d'inflexion peut être prise en compte. Voici un exemple de deux courbes similaires, si l'on tient compte de la position du point d'inflexion. Pour les asymptotes, si les fonctions ont des asymptotes, la similarité de leur position et de leur comportement asymptotique peut être utilisée pour comparer les fonctions. Par exemple, comme ces deux fonctions qui se rapprochent de la même asymptote. Pour les extrémums locaux, examinez les positions et les valeurs des extrémas locaux, maxima ou minima, des fonctions et les comparer. Observez comment ces deux courbes partagent des points d'extrémum similaires. Enfin, pour le comportement dans les limites, observez le comportement des fonctions lorsque x tend vers l'infini ou vers un point particulier et comparez ces limites. Comme ces fonctions qui tendent vers la même valeur limite. Regardons maintenant de plus près notre exemple. On observe ici que la courbe de la fonction g en vert et la courbe de la fonction f en bleu présentent un comportement très similaire. Ainsi, la courbe verte épouse en effet de très près celle de f pour les grandes valeurs de x. Cela justifie son rôle de proxy. Plus simple à manipuler, elle reproduit fidèlement le comportement asymptotique de f. Elle permet ainsi de remplacer f dans les calculs, tout en conservant son essence. Enfin, on remarque que la courbe de f se rapproche rapidement de la constante e, représentée par la droite rouge pointillée, ce qui confirme bien que la limite de f quand x tend vers l'infini est e. Étant donné une telle fonction f, on envisage souvent de remplacer l'étude par l'étude d'une suite de fonctions f0, f1, f2 et ainsi de suite,
qu'il approche de mieux en mieux et qui sont individuellement plus simples à étudier. Voici quelques approches courantes pour atteindre cet objectif. L'approximation linéaire est l'approche la plus simple. Elle consiste à approximer une fonction ou un nuage de points par une droite. Comme vous voyez dans ce graphe, le nuage de points est approché par une droite linéaire de la forme I égale m multiplié par x plus b. L'approximation polynomiale implique l'utilisation d'un polynôme pour approcher une fonction ou nuage de points non linéaire. L'approximation polynomiale est une extension de l'approximation linéaire. On utilise ici des polynômes de degré plus élevé pour approximer des fonctions. On observe ici le nuage de points approché par une parabole. Approximation par les séries de Taylor. Les séries de Taylor sont une méthode mathématique qui permet d'approximer une fonction par une somme infinie de termes polynomiaux, offrant une approximation précise autour d'un point donné. Observez graphiquement l'approximation de la fonction cosinus x par la série de Taylor. On termine par l'approximation par les fonctions trigonométriques. Pour certaines fonctions périodiques, on peut utiliser des séries de Fourier pour les approximer en utilisant des fonctions trigonométriques, sinus et cosinus. Vous voyez ici une fonction périodique approchée par une somme de sinusoïdes. Eh bien, dans votre pratique, vous ne savez à ce stade qu'approcher des nombres réels. Étant donné une limite L dans R, une suite UN converge vers L. C'est-à-dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier naturel grand N tel que pour tout petit n supérieur ou égal à grand N, la valeur absolue de xn-L est inférieure à epsilon. L'expression valeur absolue de UN-L, strictement inférieure à epsilon, exprime le fait que UN est à distance au plus epsilon de L. On peut donc dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier naturel grand N, tel que pour tout petit n supérieur ou égal à grand N, UN est à distance au plus epsilon de L. Nous allons construire un graphe montrant comment la suite 1 plus 1 sur n se rapproche de sa limite, 1, lorsqu'n devient grand. Ici, chaque point représente une valeur de UN pour un certain n. Regardez comment les points se placent. On observe que plus n augmente, plus UN se rapproche de 1. C'est-à-dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier naturel grand qu'on va l'appeler n tel que pour tout petit n supérieur ou égal à grand N, la valeur absolue de xn-1 est inférieure à epsilon. Ici, les lignes rouges pointillées représentent une bande de tolérance autour de la limite 1, l'intervalle 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. La droite verticale verte marque un seuil grand N, à partir duquel tous les termes de la suite sont dans cette bande. Pour comprendre ce que signifie la convergence d'une suite de fonctions fn vers une fonction limite f, on peut s'appuyer sur l'idée intuitive de distance. Les courbes fn se rapprochent de celles de f quand n devient grand. Étant donné une fonction limite f, une suite de fonctions fn converge vers f pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier naturel grand N, tel que pour tout petit n supérieur ou égal à grand N, fn est à distance au plus epsilon de f. C'est maintenant le bon moment pour introduire la notion de distance. Ce n'est pas juste la longueur qu'on mesure avec une règle. On appelle une distance sur un ensemble E, une application de E croix E dans l'ensemble R des nombres réels tels que, quels que soient les éléments x, y et z de E, on est. Premièrement, la distance d est toujours positive. C'est-à-dire, d de xy est supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, la distance d vaut 0 seulement si les deux objets sont identiques. En d'autres termes, d de xy est 0 si et seulement si x est égal à y. Troisièmement, la distance d est symétrique. C'est-à-dire, d de xy est égal à dyx. Peu importe l'ordre dans lequel tu compares deux points, la distance est identique. Quatrièmement, la distance d satisfait l'inégalité triangulaire. Autrement dit, la distance directe entre deux points x et y est toujours plus courte ou égale que si tu passes par un point intermédiaire z. Ainsi, la route la plus courte est toujours en ligne droite. Ces quatre conditions définissent une distance métrique. Enfin, un ensemble muni d'une distance d est appelé un espace métrique. Nous allons considérer un exemple concret de distance,
afin d'illustrer et de mieux comprendre les 4 conditions qui définissent une distance métrique. Pour cela, intéressons-nous à la distance de Hamming. Elle mesure le nombre de positions différentes entre 2 chaînes de même longueur. Prenons un exemple pour illustrer la distance de Hamming. Considérons 2 chaînes binaires de même longueur. La première chaîne, 1 0 1 0 1. La deuxième chaîne, 1 1 1 0 0. En comparant ces 2 chaînes, on remarque qu'elles diffèrent à la 2e position et à la 5e position. Comme elles présentent 2 différences au total, la distance de Hamming entre ces 2 chaînes est donc égale à 2. D'un point de vue mathématique, si l'on considère 2 chaînes que l'on note x et y, de même longueur n, alors la distance de Hamming entre x et y est définie comme suit. D, xy, est égale à la somme, pour y allant de 1 jusqu'à n, de la fonction indicatrice de xi différent de yi. Cette formule correspond au nombre de positions i, pour lesquelles xi différent de yi. Elle compte les positions avec différents symboles. Ici la fonction indicatrice vaut 1, si le caractère en position i de la chaîne x est différent du caractère en position i de la chaîne y. Et 0, si ces 2 caractères sont identiques. Autrement dit, on parcourt les 2 chaînes position par position. Chaque fois que les caractères sont différents, on ajoute 1, et chaque fois qu'ils coïncident, on ajoute 0. À la fin, on fait la somme de tous ces points, et c'est ce total qui nous donne la distance de Hamming. Prenons l'exemple d'une chaîne de texte pour mieux comprendre cette définition. Prenons 2 chaînes de texte. La première, PLANET. La deuxième, PLAMED. En comparant ces 2 chaînes, on constate qu'elles diffèrent à la 4e position, où l'on a n contre m, et à la 6e position, où l'on a t contre d. Elles présentent donc 2 différences au total. Maintenant, si l'on voulait utiliser la formule mathématique, on peut exprimer la distance de Hamming à l'aide de ce qu'on appelle une fonction indicatrice. En appliquant cette formule à notre exemple, on additionne 1 pour la 3e position, 1 pour la 6e position, et 0 pour toutes les autres positions. La somme totale est donc 2, exactement comme nous l'avions observé. Passons maintenant à la vérification des 4 conditions qui vont nous permettre de démontrer que la distance de Hamming définit bien une distance métrique. Mais avant cela, rappelons d'abord les 4 propriétés fondamentales d'une distance métrique. Première propriété, la positivité. Deuxième propriété, la séparation. Troisième propriété, la symétrie. Quatrième propriété, l'inégalité triangulaire. Je vous laisse maintenant avec la démonstration. Finalement, dans la prochaine étape, lors de notre séance de remédiation, je vous invite à réfléchir aux questions suivantes. Ainsi, lors de cette prochaine séance, nous approfondirons notre étude en explorant la notion de norme. Cette norme nous permettra de mesurer la distance entre 2 courbes, ce qui est essentiel pour quantifier l'écart entre une fonction et son approximation. Merci pour votre attention tout au long de cette vidéo. Cette introduction pose les bases nécessaires pour la suite de notre exploration passionnante d'approximation des fonctions. À très bientôt.